Bonjour à tous, dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui le professeur Bamba Mori Ferré, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Professeur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Je vous remercie. Merci. Alors, la première rencontre de la concertation gouvernement-parti politique sur la réforme de la commission électorale indépendante s'est ouverte ce lundi. Alors, tout le monde s'en félicite, mais ces discussions se sont-elles ouvertes dans les conditions que vous auriez souhaitées? Je dois vous dire que nous avons été très heureux de participer à cette rencontre parce que nous sommes un parti démocratique et nous répondons toujours présents lorsqu'il s'agit de débattre des questions importantes de la nation. Nous avons eu l'occasion de souligner un certain nombre de choses. Nous avons fait un certain nombre d'observations. Notamment quand vous avez répliqué au chef du gouvernement qu'il ne lui appartenait pas de désigner à votre place ou de vous imposer ceux qui devraient parler en votre nom. C'était complètement anachronique et incompréhensible qu'on commence une discussion en désignant des orateurs préétablis. Heureusement que les choses sont ensuite rentrées dans l'ordre. Et que vous avez pu prendre la parole. Et que nous avons pu nous exprimer et dire effectivement ce que nous avions à dire. Très bien. Alors, est-ce que le pouvoir vous a donc convié à cette réflexion autour de la réforme sur la commission électorale indépendante pour parler essentiellement, si j'ai bien compris, pour parler essentiellement de la recomposition de cette commission électorale indépendante? Est-ce à vos yeux suffisant? Mais justement, nous avons relevé cette incongruité, puisque effectivement, dans sa lettre d'invitation, le gouvernement parle de recomposition de la commission électorale suite à l'arrêt de la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine. Nous avons relevé automatiquement qu'il ne s'agissait pas seulement de la recomposition, mais qu'il s'agissait d'une réforme profonde et totale de la commission électorale pour lui permettre de se saisir de la question électorale du début à la fin, sans immixtion du pouvoir exécutif. Donc, en quelque sorte, que le problème qui était posé, fondamentalement, est celui de l'indépendance de la commission électorale par rapport au pouvoir exécutif. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'allait l'arrêt de la Cour de l'Union africaine. Est-ce que ce serait aisé d'obtenir cette non-immixtion de l'exécutif dans cette nouvelle commission électorale indépendante, quand on sait que, voilà, aujourd'hui déjà c'est le gouvernement qui prend l'initiative de cette réforme? Est-ce que ce serait aisé d'obtenir cela? Mais vous faites bien de poser la question. C'est là toute la problématique. Et c'est là où nous avons expliqué au gouvernement, nous avons dû faire un rappel pour dire les conditions dans lesquelles la commission électorale indépendante a été mise en place. Vous le savez certainement. En 2000. En 2000. Mais les premières revendications ont été faites en 1990, lorsque la Côte d'Ivoire est sortie du parti unique pour aller au multipartisme. Dès lors, il fallait donner à la Côte d'Ivoire les instruments du pluralisme. La commission électorale, c'est un des instruments électoraux qui permettent à la nation de faire des élections démocratiques selon la volonté populaire. Ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il faut d'abord faire l'état des lieux.
La commission électorale a été mise en place en 2000, de manière consensuelle. Toutes les forces vives de la nation ont été conviées. Ça n'a rien à voir avec le schéma qui nous a été donné de voir ce matin. C'est très important parce qu'il s'agit avant tout de la question de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de la question de la séparation des pouvoirs. Donc il ne faut pas seulement évoquer la commission électorale indépendante, il faut aussi évoquer l'environnement même dans lequel doit s'opérer cette réforme. Absolument. Donc les libertés, la démocratie. La question électorale est une question, comme j'ai dit, la commission électorale, c'est un instrument. Mais le fondement, c'est quoi? C'est le pluralisme politique. C'est que le vote des populations soit respecté. C'est cela. Or, comme je vous le disais tantôt, la commission électorale qui a été mise en place en 2000 a été vidée de son contenu. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur, ce sont les représentants de l'administration qui décident. Même en 2000, quand il y a eu un consensus autour de cette commission électorale indépendante, ça n'a pas empêché une crise post-électorale. Mais justement, vous me donnez raison. Et c'est justement cet environnement démocratique qu'il faut mettre en place. On en parle tout le temps, mais on n'y arrive jamais. Pourquoi? Mais on va y arriver. En faisant quoi? Ben, en résistant. Parce que le peuple ivoirien doit être concerné. Je vous donne un exemple. Résister à qui? Ben, résister à un pouvoir exécutif qui s'impose. Mais qui de tout temps s'est imposé. Ah non! Ben, vous me donnez l'exemple de 2000. Le général Guéhi Robert a dissous la commission électorale. Il est parti. Parce que le peuple l'a voulu ainsi. En 2010? En 2010, il y a eu la guerre post-électorale. Nous devons en tirer les conséquences aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Malgré... Gbagbo est parti. Gbagbo est parti. Mais malgré tout ce qui s'est passé, à quoi assistons aujourd'hui? Nous assistons, et nous le voyons devant nos yeux, des députés élus de la nation qui sont emprisonnés pour délit d'opinion. Oui, mais est-ce que... On va juste ouvrir cette parenthèse-là aussi, puisque vous abordez cette question-là. C'est vrai qu'on parle de ces députés qui ont des soucis avec la justice. Il y en a un qui est en prison. Mais est-ce que dans le fond, l'État, le procureur de la République, n'ont pas leur raison de chercher à comprendre un certain nombre de choses, tout au moins? Mais écoutez, les choses au nom de la bonne gouvernance, au nom également du respect des libertés. Je pense qu'il faut être très clair. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas d'un député qui s'appelle Alain Lebognon. On lui reproche un délit d'opinion parce qu'il a fait un tweet. Et c'est puni par la loi, les délits d'opinion. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un député soit poursuivi pour délit d'opinion parce qu'il a pris position? Mais c'est très grave pour les libertés. C'est factuel. Si j'ai bien compris, ce que lui reproche le procureur de la République, oui, c'est d'avoir annoncé que M. Jacques Ehouo était, que le procureur avait délivré contre lui un mandat d'arrêt, ce qui n'était pas. Oui, il était en train de délivrer, puisqu'il est réclamé. Il ne faut pas se voiler la face. En ce qui concerne le député Jacques Ehouo, il faut aller au fond des choses. Vous savez très bien que sa victoire, on a tenté de lui voler sa victoire au plateau. On n'a pas réussi. Grâce au soulèvement des populations, ils ont été obligés d'accepter qu'il soit maire du plateau. Et comment vous pouvez comprendre que le pouvoir exécutif décide sur la base d'audits ciblés? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'audit à la mairie d'Adjamé, à la mairie d'Abobo?
Si le pouvoir exécutif a le souci de la bonne gouvernance, nous lui demandons de mettre en place un audit global sur les différentes mairies. Vous comprenez? Mais jusqu'à preuve du contraire, Jacques Owo a la présomption d'innocence. Alors, on va revenir. Il n'y a pas que ça. Comment comprendre que des préfets soient chargés d'aller gérer des mairies en Côte d'Ivoire en 2019? Ben, la loi prévoit tout ça. La loi prévoit tout ça, mais dans quelles conditions? Il y a des conditions particulières. Comment se fait-il que c'est ciblé? Et puis, un autre aspect. On veut mettre en place une commission électorale indépendante? Oui. Mais qu'en est-il des élections qui viennent de se passer? Vous avez compté le nombre de morts dans l'impunité? Vous avez vu les bureaux de vote qui ont été saccagés? L'État n'a pas pu jouer son rôle régalien de sécuriser, puisque l'armée était là. Rien n'a été fait. Donc nous sommes. Et que direz-vous? Allons sur les aspects factuels. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, et de façon inédite, les deux syndicats de la magistrature, vous êtes journaliste, vous en avez pris connaissance, ont expliqué l'état de la confusion des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est grave. Mais si, dans ces conditions, vous avez beau mettre en place la commission électorale la plus indépendante du monde, dans un pouvoir où l'exécutif s'impose à tous, mais vous n'aurez rien fait. Et donc, la question principale qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la question de l'avenir de la démocratie. N'oubliez pas que ce pouvoir est en place aujourd'hui parce que les acteurs politiques ivoiriens se sont battus pour le pluralisme. Vous le savez. Et donc, il faut qu'on parle de cela. Il ne faut pas se voiler la face. Vous avez vu le Conseil constitutionnel qui est remis en cause dans la déclaration de la magistrature. Vous avez vu dans quelles conditions les dernières élections ont été organisées. Le Conseil constitutionnel, aux ordres, il faut le dire, a pris sur lui d'invalider des candidatures sans prévenir les candidats, sur ordre du pouvoir exécutif. Alors, nous leur avons posé la question. La question n'est pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire de venir dire « oui, il y a eu 3000 morts, il y a eu 4000 morts », si on n'en tire pas les leçons. C'est très important. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, on veut aller vers le chaos? On veut vers la paix? On ne le souhaite pas. Mais si on veut la paix, il faut construire les instruments de la paix. Et la paix est consubstantielle à la démocratie. Et au développement. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas prêts à participer à une mascarade. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'il ne faut pas faire diversion. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, le régime est aux abois. Quels sont les grands... Il est aux abois parce que tous les pays savent, la communauté internationale, vous avez vu également la déclaration de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et donc, dans ces conditions, le régime cherche à faire croire qu'il est en train de faire un débat avec son opposition, alors qu'en même temps, il préparerait un passage en force. Nous les mettons en garde. Le peuple ivoirien est un peuple fier. Le peuple ivoirien est un peuple qui lutte. Et s'ils vont dans ce sens, nous organiserons la résistance. Selon vous donc, quels seraient les grands axes de cette réforme de la CEI qui est maintenant enclenchée? Il y a des préalables. Le premier axe. Il y a des préalables. Le premier préalable, pour nous, c'est la libération immédiate de toutes les personnalités qui ont été arrêtées de façon arbitraire. C'est-à-dire? Le député Le Bognon, l'arrêt des poursuites contre Jacques Owo et le rétablissement des maires élus dans leur mairie.
Ce sont des conditions minimales, les conditions de la démocratie. Est-ce que ça, vous le leur avez fait savoir? Oui, de façon implicite. Nous allons d'ailleurs faire une déclaration dans ce sens. Mais quelle relation avec la réforme de la CEI? Mais la relation est très claire, puisque nous ne pouvons pas avoir confiance dans un pouvoir qui est un pouvoir antidémocratique et qui nous demande de venir discuter des détails alors que l'essentiel est là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des hommes politiques. Et le deuxième axe? Le deuxième axe, c'est de prendre le problème dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il faut convoquer une concertation nationale. C'est très important. Et, ça pose... Et qui s'articulerait comment? Ah ben, les détails, nous allons les voir. Je pense que cette émission, je vous ai dit que nous avons convoqué une grande commission nationale qui a eu à mettre en place la précédente CEI pour lui conférer son indépendance. Il faut que des commissions spécialisées soient mises en place. Depuis, vous n'y avez pas pensé? Ah ben nous y avons pensé. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui. Nous avons dans nos tiroirs, nous avons tout ce qu'il faut. Ça, c'est les détails, si vous voulez. Est-ce qu'autour de cette idée-là, vous avez le soutien de l'ensemble de l'opposition aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Parce que c'est aussi ça le problème. Je pense que pour l'essentiel, l'opposition est sur cette même longueur d'onde. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, la plupart des recommandations qui ont été faites vont dans ce sens. Vous ne pouvez pas aller discuter de la question de la commission électorale indépendante entre quelques partis politiques. Ce n'est pas possible. Il y a des organisations de la société civile qui sont beaucoup plus précises dans leurs attentes. Elles ont évoqué la question des pouvoirs de police des commissions électorales locales, le découpage électoral, pour rééquilibrer, disent-elles, la proportionnalité électorale à la représentativité dans les régions. Il y a également que alors, les organisations de la société civile auraient souhaité que, voilà, elles soient vraiment associées à toutes les étapes. Il y a bientôt des cartes d'identité nationales qui vont périmer, la question du découpage électoral. Voilà, autant de questions, autant d'axes précis sur lesquels les organisations de la société civile axent leur réflexion. Mais au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui se dégage globalement, à part réformer la CEI? Écoutez, vous parlez de la société civile. Ce que vous venez de dire, ce sont les partis politiques qui l'ont proposé. Nous avons un texte que je mettrai à votre disposition, mais ça, c'est les détails. Alors, en même temps... Si vous voulez, le découpage électoral qui a été fait par ce pouvoir est complètement inopérant. Il a été fait dans un objectif donné, nous avons remis en cause. Mais rien n'a été fait jusqu'ici. Le code électoral aussi, on doit y retoucher. Le code électoral aussi. Mais vous avez vu qu'en 2000, lorsque la commission électorale a été mise en place, et depuis l'an 2000, nous avons adopté par consensus le bulletin unique. Vous comprenez? Lors du référendum, ça volait en éclats. Le pouvoir a fait autre chose, avec la complicité de ses représentants au sein de la commission électorale. D'où la nécessité. Donc, il ne s'agit pas de dire il faut ça, ça, ça. Et quand il y a eu les deux bulletins, on a vu la société civile. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais pour quel résultat? Non, mais c'est ce que je... Et la représentante de la société civile, qui était à Bassam, a été prise en flagrant délit de collusion avec le pouvoir exécutif. Donc il y a un problème aujourd'hui. Alors, il y a donc un problème. Bien, professeur. Alors, le Premier ministre a dit ce lundi, tout le monde a 2 semaines pour rendre ses copies de propositions autour de ces réformes. J'ai dit au Premier ministre que nous n'étions pas là pour recevoir ces instructions. Vous comprenez? Mais il faut quand même en même temps organiser les choses. Nous allons nous réunir et nous allons lui répondre. Nous allons faire une déclaration.
Ce n'est pas le Premier ministre qui va nous dire vous avez 2 semaines, etc. Nous ne sommes pas dans ça. Mais en même dans temps, tous les cas, mais en même temps, il faut que bien sûr, nous allons travailler. Aille vite. Bien, aille vite. Écoutez, qu'elle soit le plus efficace possible. Oui, je viens de vous dire qu'il y a des préalables. Vous savez, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et pourquoi c'est maintenant qu'il pose le problème de la commission électorale indépendante? Nous avions dit que la commission électorale indépendante devait être réformée avant les élections locales. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Mais c'est déjà mieux que rien. Non mais attendez, c'est mieux que rien. Attendez. Nous ne sommes pas là il pour... Il faut quand même commencer un jour. Bien sûr, mais nous ne sommes pas là pour attendre l'aumône de pouvoir. Alors maintenant que le mouvement est enclenché... Le mouvement est enclenché, mais nous sommes sur les bases. Il faut savoir sur quelle base nous allons opérer. Je viens de vous dire que nous ne sommes pas prêts à participer à une mascarade. Alors, la situation en Côte d'Ivoire est trop grave. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a recul de la démocratie sur tous les plans. Mais je vais vous en donner un petit exemple. Est-ce que vous savez que les premières luttes qui ont été menées en Côte d'Ivoire à l'université face au président Houphouët-Boigny ont consisté à lui dire que l'université doit être libre. Et pour cela, il faut que les doyens soient élus par leur père, ce qui a été acquis. Et aujourd'hui, les présidents d'université étaient élus jusqu'à l'avènement de M. Alassane Ouattara. Pour vous dire jusqu'où on va dans la confusion du pouvoir. Aujourd'hui, attention, c'est le gouvernement de M. Alassane Ouattara qui désigne les doyens en lieu et place des professeurs. C'est le gouvernement de M. Alassane Ouattara qui désigne les présidents d'université. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel pouvoir? C'est la question qui est posée. Bientôt, si nous ne prenons garde, il va falloir arborer la carte d'adhésion à leur parti pour être fonctionnaire. Non mais, je vous le dis. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Mais attendez, monsieur, vous avez vu les fonctionnaires qui sont démis de leur fonction parce qu'ils ont quitté un parti? Vous connaissez la Côte d'Ivoire? Un peu, un tout petit peu. Vous avez connu la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny? Nous étions les opposants. Mais nous étions professeurs à l'université, j'étais doyen de faculté. Je n'ai pas été nommé par le président. Je vous explique. Pas de la crédibilité de ce que vous dites. Non, mais je vous explique la gravité de la situation. Alors, professeur, les organisations de la société civile auraient souhaité que les partis politiques ne fassent plus partie directement, ne soient plus impliqués directement dans l'animation, l'organisation de cette nouvelle commission électorale indépendante et qu'ils soient beaucoup plus considérés comme des observateurs. Je vous dis, monsieur le journaliste, c'est vraiment des détails. Mais c'est quand même important. C'est des détails, c'est pas les fondations. Je viens de vous donner un exemple. Un exemple. La personne qui a causé tous les malheurs à Bassam se trouve être la représentante de la société civile. Alors, de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que la société civile a fait dans les combats aujourd'hui que nous menons en Côte d'Ivoire pour la démocratie? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire il faut prendre des places, il faut ceci, cela. Il faut qu'on aborde les problèmes de fond. Il y a certains pays, au Sénégal, la RADDHO, en RDC, les sociétés civiles ont joué leur rôle. Je peux vous le dire. C'est nous qui avons créé la LIDO. C'est ici qu'on a créé le MIDH. Nous avons aidé à créer ces organisations. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ces organisations sont menacées dans leur existence. Lorsqu'on doit faire un rapport, ils reçoivent des coups de téléphone des ministres. Ils nous l'ont dit. Mais qu'est-ce qu'ils font pour? Il faut donc voir le cadre global. S'il n'y a pas de cadre démocratique, qu'est-ce qu'un représentant de la société civile peut faire plus qu'un représentant d'un parti politique? C'est des détails, ce n'est pas ça l'essentiel. Ouais. Il faut que ces gens comprennent que l'avenir du pluralisme et de la démocratie dans notre pays est en cause. C'est sur ça que nous devons nous mobiliser.
C'est de ça qu'il s'agit. Le président Gbagbo a finalement été acquitté, tout comme Charles Blé Goudé. Ils ont été acquittés, mais ils continuent de rester en prison pour l'instant. Quelqu'un a dit leur retour souhaité par certains Ivoiriens marquerait un tournant dans la vie politique, dans l'histoire politique même de la Côte d'Ivoire, et que ce tournant, il est important de savoir le négocier. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Je ne suis pas de cet avis, parce que le tournant dont je vous parle, il est là. Le recul de la démocratie, le manque de pluralisme, la confusion des pouvoirs. Et les acteurs politiques qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire se battent pour ça. Le peuple se bat pour ça. Si Laurent Gbagbo vient, il prendra sa juste part dans ce combat. J'espère et j'estime d'ailleurs qu'il a tiré les leçons du passé. Je l'ai rencontré à La Haye et je sais qu'aujourd'hui, en tout cas d'après nos échanges, il veut la paix en Côte d'Ivoire, il veut la réconciliation et il veut la démocratie. Toute dernière préoccupation, le 26 janvier prochain, le RHDP, parti unifié, va naître. Quel commentaire fait le président d'un parti d'opposition? Pour moi, j'ai coutume de dire le soi-disant RHDP parce que pour moi c'est une imposture. Parce que le RHDP, c'est la création d'Henri Konan Bédié. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et puis quand on me parle de parti unifié, je regarde les partis qui composent ce RHDP, ça me fait sourire. Pourquoi? Ça me fait sourire parce que ces partis-là, ces individus-là ne représentent qu'eux-mêmes. Lorsque je prends le PIT, vous étiez à la convention du PIT. J'ai pris la parole en tant que témoin. Francis Vaudier est le président fondateur du PIT. D'où vient-il qu'un jeune homme qui ne représente que lui-même aille vendre le PIT au sein des RHDP? C'est la même chose au MFA. C'est la même chose à l'UPC. Alors, c'est ça les partis constitutifs là, du RHDP? Attendez, ce n'est pas nous. Ceux qui font ça n'ont jamais créé de parti politique en Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Et ça va finir comme ça. Parce que c'est de la poudre aux yeux. Ben, on avait dit au temps de la constitution du RHDP en 2005 et finalement ils sont arrivés au pouvoir même si aujourd'hui ils ne sont plus ensemble. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais c'était aussi une coalition. Il y a les partis qui s'étaient mis ensemble pour aller au deuxième tour ensemble. C'est bien parce que M. Alassane Ouattara a été soutenu, même si c'est par défaut, par un certain nombre d'organisations, avec le grand PDCI. Mais aujourd'hui, qui il a avec lui? Des individus. Et vous appelez ça coalition? Ce n'est pas une coalition pour moi. Les municipales ont été remportées à plus de 60%. Les municipales fraudées, mon cher ami. Mais c'est pas sûr. Eh bien, je viens de vous le dire. Nous avons tous les résultats. À Djamé, partout. Mais vous le voyez, même à Port-Boué, etc. Mais c'était justement pour faire la poudre aux yeux. C'est pour ça que nous refusons d'aller dans la mascarade. Et s'il s'amuse à penser qu'il va faire la même chose, eh bien, le peuple ivoirien se dressera. Est-ce que vous appartiendrez, est-ce que votre parti appartiendra, toute dernière question, si vous le permettez, est-ce que votre parti appartiendra à la future plateforme que voudrait mettre en place le président Henri Konan Bédié autour du PDCI? Il ne s'agit pas de mettre en place une plateforme autour du PDCI. C'est le sens de leur démarche en tout cas. J'arrive, ce n'est pas le sens. J'arrive. Nous sommes les initiateurs aussi de cette plateforme. C'est nous qui avons été rencontrer le président Bédié. D'abord en 2015, en 2016, en 2017, tous les communiqués font foi. C'est nous qui sommes allés rencontrer le président Bédié pour poser le problème. Nous sommes des partis de gauche, c'est notre stratégie. C'est l'union. Et donc, nous sommes dans cette stratégie. Donc, on n'a même pas à nous demander. Nous ne nous mettons pas en plateforme autour de quelqu'un. Nous nous mettons en plateforme autour de l'intérêt fondamental de la Côte d'Ivoire.
Parce que le problème qui se pose aujourd'hui est le suivant. Nous sommes des partis de gauche. Nous avons notre idéologie. Mais aujourd'hui, la question en Côte d'Ivoire ne se pose pas en termes d'idéologie. Je viens de vous parler de la situation de la démocratie. C'est le PDCI qui nous rejoint à la matière. Parce que je vous rappelle que nous, quand nous avons fait les premières revendications, ben c'était contre le PDCI que nous avons obtenu le parti unique. Lorsque nous avons fait le Front républicain, c'est avec M. Bédier que nous avons discuté de la mise en place de la commission électorale indépendante. Vous comprenez? Donc nous sommes des démocrates de pied en cap. Aujourd'hui, le PDCI a compris qu'il faut aller dans le sens de la démocratie. Je crois qu'il faut que les choses soient très claires. Et que nous avons l'intérêt commun. Le PDCI s'est rendu compte du recul dont je viens de vous parler. Et aujourd'hui, sur la question de la démocratie et de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, nous sommes en phase avec le PDCI. Et donc, toutes les formations qui vont dans ce sens sont les bienvenues. Et nous sommes en train de nous retrouver. Parce que ce qui est en cause, au cours de l'interview, nous n'avons pas parlé de la gouvernance. Vous voyez ce qui se passe. Toutes les prédations qu'il nous a donné de voir. Vous voyez comment le pays est gouverné. Vous voyez comment les intérêts fondamentaux, le portefeuille de l'État, comment les entreprises stratégiques sont vendues. Vous voyez comment les Ivoiriens, qui doivent être les premiers bénéficiaires de l'économie de leur pays, rasent les murs dans tous les domaines, comme une destruction de notre patrimoine fondamental. Je suis un enseignant, je vois aujourd'hui la situation de l'école, j'ai été ministre de la Santé, je vois la situation de la santé. Aucun Ivoirien ne peut assister à ça sans faire quelque chose. Et je voudrais terminer par ce cri d'alarme. C'est pour ça que nous demandons à tous de se rassembler dans une union sacrée pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.